Nous voilà de retour sur le plateau et dans un instant, on va recevoir Caroline Alix qui est là pour sa chronique APC les relations. Bonjour Caroline. Bonjour Iman. Il sera question de pourquoi préférer la médiation au procès. C'est un process qu'on avait déjà entamé sur la précédente saison et maintenant on va rebondir sur justement cette nouvelle saison qui démarre avec toi. Il est important de dire que le process est souvent vu pour gérer des conflits alors qu'en amont, on peut avoir d'autres voies et tu es là pour parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous proposer déjà un petit récap de ce que tu as pu évoquer avec nous sur les différentes émissions précédentes? Alors, on avait vu que les règles du jeu au sein de l'institution judiciaire, elles sont cruelles et on n'a pas le droit à l'erreur. Et on finit par se rendre compte que c'est une aventure. Au départ, on ne sait pas trop où on va, on pense qu'on est de bonne foi, mais la bonne foi, ça ne suffit pas. Le premier des commandements pervers, j'ai envie de dire, de l'institution, mais on ne fera pas sans et c'est comme ça, il faut le savoir, c'est que on doit matérialiser par des preuves la réalité. Et le fossé qu'il peut y avoir entre la qualité d'un témoignage ou la qualité d'un contrat par rapport à l'intention des parties au moment où tout cela s'est mis en place, eh bien ce fossé, il va créer quelque chose de schizophrénique où finalement la personne dans l'institution du judiciaire va avoir l'impression qu'on parle d'autre chose que de son histoire, en tout cas qu'on ne parle pas d'elle, et pourtant ce qui se matérialise dans un dossier administratif, eh bien, c'est ça qui va être pris en compte pour le jugement. Et ce décalage, cette fiction probatoire, rien que ça, c'est une perte de 60% de la réalité. Donc, et ça, c'est un seul des écueils. On avait vu aussi parmi les grandes règles, c'est que la star du procès, c'est pas la victime au pénal, mais c'est le procureur de la République, et que la victime, elle le vit très mal, son procès pénal, parce que tout au long du procès, elle a l'impression qu'on ne la croit pas, parce qu'elle doit rapporter la preuve de ce qu'elle a vécu, avec une dose d'angoisse émotionnelle qui va avec la gravité des effractions qu'elle a pu vivre. Et le fait d'être obligée de reconstituer ce qu'elle a vécu juste pour être crue, c'est vraiment difficile à vivre pour elle. Alors, on a des associations d'aide aux victimes qui les accompagnent, mais on n'est pas forcément aguerri quand on est victime d'une infraction. On ne sait pas forcément ce qui nous attend. Voilà 2 gros exemples majeurs des grandes règles du procès qu'on avait pu aborder, qui font que quand on peut éviter, on ne le peut pas toujours, mais quand on peut éviter d'aller au procès, eh ben, on va pouvoir garder le contrôle des choses en médiation. D'accord. Du coup, maintenant, le nouveau commandement du jour, quel est-il pour cette semaine? Alors, le dernier qu'on avait vu la dernière saison, c'était que l'autre n'est pas un enfant de cœur. C'est-à-dire que pour gagner, il peut injecter dans ce dossier administratif des éléments qui ne sont pas vrais. Et du coup, ça va emmener le dossier dans une direction qu'on ne maîtrise pas. Et en tout cas, qui n'est pas la vérité. Et du coup, on va être jugé avec un dossier qui n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le 7e commandement, c'est que tu n'es pas un enfant de cœur non plus, toi. D'accord. Parce que tu vas mettre tout ce que tu peux comme moyen pour rectifier le tir. Et il va falloir faire ce qu'il faut. Et pour parer et contredire une éventuelle attestation qui ne va pas dans le sens de ce qui a réellement été vécu, il faudra un contre-témoignage. Et donc là aussi, il va falloir aller chercher des personnes qui vont pouvoir recadrer l'histoire, et ça devient finalement une guerre dans laquelle chacun tire sur un élastique, parce que si tu gagnes pas, tu perds. Il y a un perdant de toute façon. Donc on est obligé de rentrer dans cette logique gagnant-perdant en fait. Voilà. On n'a pas le choix. Voilà, on devient agressif obligatoirement, parce que si on gagne pas, on perd. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc si tu veux pas que ce soit toi le perdant, ça doit être l'autre, par tous les moyens. Donc par tous les moyens, ça veut dire qu'on est obligé de tricher aussi parfois? Alors, j'ai pas dit ça. D'accord. J'ai pas dit ça, mais on peut parfois... contourner la vérité. On se trouvait dépassé par des choses qui sont dites auxquelles on n'adhère pas du tout. Et c'est très dur à vivre. Un décalage entre la vérité, la réalité et ce qui s'écrit dans le dossier,
C'est pas évident à vivre. Par exemple, on va gonfler les dommages et intérêts, on va dire qu'on a eu très 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 peur ou très 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 mal ou qu'on a perdu beaucoup d'argent et les gens vont avoir tendance à vouloir gonfler les ardoises. Psychologique. Voilà, va falloir aller voir le docteur, on va se prêter un certain jeu pour matérialiser dans le dossier une grande souffrance pour augmenter les dommages et intérêts. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple les contentieux familiaux, malheureusement, dès qu'il y a une séparation, il y a jugement, parce qu'il faut obligatoirement organiser clairement pour protéger les enfants les alternances et le lieu de vie de l'enfant. Donc, mais ça fait des dommages familiaux énormes. Mais bien sûr, puisqu'on va envoyer dans une institution judiciaire qui est construite sur la base de preuves, alors qu'on est dans de l'intrafamilial. C'est difficile d'avoir des preuves. On va passer toutes ces situations familiales au crible d'une institution qui est faite pour diviser, pour séparer, et qui est gouvernée par ces règles du jeu particulièrement violentes. Donc on va atomiser la cellule d'une société qui est la famille. Et en masse, puisqu'il y a beaucoup d'instabilité dans les couples. Et finalement, ça devient difficile de tenir comme autrefois une vie durant avec le même partenaire. Donc il y a beaucoup de familles qui se séparent, qui se décomposent, qui se recomposent. Bon, pourquoi pas ? Mais tout ça pour dire que le passage au tribunal va laisser des traces parfois extrêmement graves et douloureuses. On va esquinter un père pour dire qu'il ne prenne pas trop l'enfant. On va esquinter une mère en déballant dans le dossier des choses qu'elle a pu faire ou dire qui ne conviennent pas. Et ça devient un instrument de vengeance. Voilà, donc il y a beaucoup de violence dans un tribunal. Et on peut vraiment, on n'est pas obligé de rentrer dans si je gagne pas, je vais perdre et je veux pas perdre, donc je vais t'en mettre plein la figure pour gagner, quoi. Et donc c'est obligatoire que ça se passe comme ça si on va au tribunal, alors que si on reste en dehors, on s'entend plus, mais on se déteste pas encore. Par contre, quand on va passer au tribunal, il y a de grandes chances qu'on se finisse par se détester, vraiment. Ça me fait penser à La Guerre des Roses comme film. C'est ça, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Est-ce qu'il y a un 8e commandement ? Alors, le 8e commandement, donc là, on était dans le rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Aujourd'hui, ce que je voulais aborder, c'est que ce qui est important pour toi dans ce procès n'a aucune importance pour le juge. Et oui. D'accord. Il s'en fiche complètement, le juge, de ce qui est important pour toi. Pourquoi il s'en fiche ? Parce qu'il est tenu par un texte. Donc il reste sur le texte. Il reste sur le texte. C'est toi qui dois rentrer dans le texte. Mais est-ce que si tu rentres dans le texte, tu vas avoir justice ? Non, c'est compliqué quand même. Voilà. Donc, ce qui compte pour toi n'a aucune importance pour lui. Il n'aura aucun scrupule à te débouter de tes demandes, juste parce que tu vas pas rentrer dans les critères du texte. Donc il faut rentrer dans la case, sinon... Mais oui, voilà. Mais c'est pas ça que tu revendiques, c'est pas forcément ça que tu as envie d'exprimer pour avoir justice, pour être reconnu dans ton mal-être ou dans ta blessure. Mais il n'est pas là pour reconnaître une blessure, en fait, ou une injustice, ou un mensonge. Il est là pour faire appliquer un texte. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de, justement, une situation où la médiation a vraiment permis de préserver le lien plutôt que briser, en fait, le lien ? J'en ai plusieurs. Je me souviens d'un cas où j'avais reçu 2 conjoints qui étaient en pleine séparation. On apprendra pendant la médiation que madame, elle avait renoué avec un ex sur Facebook et que son conjoint, en fait, il était très, très occupé à accompagner son papa en fin de vie qui avait la maladie d'Alzheimer. Et un Noël, il est absent, il est au chevet de son papa et il n'est pas avec ses enfants et sa femme. Et là, ça part en vrille, et ils se séparent. Et donc, avant de mettre en place cette procédure, on se rencontre tous ensemble, et on arrive quand même à entendre que c'est très difficile à vivre pour le papa, qu'effectivement, il n'est plus disponible ni pour sa femme, ni pour ses enfants à ce moment-là, et que c'est douloureux pour elle. Et en même temps, ils arrivent à essayer de se séparer tout en restant dans la maison. En fait, on organise une alternance des parents dans la maison, les enfants ne bougent pas, et chacun va et vient une semaine sur 2, va dormir ailleurs et revient s'occuper des enfants dans la maison, dans le domicile conjugal. Ça fonctionne ici, ça ? Oui, ça peut fonctionner ici. Okay. On a une maison et puis on décide de trouver un autre logement une semaine sur 2 pour laisser chaque parent seul avec les enfants dans la maison. Mais ça, c'est pas possible au tribunal, hein. C'est possible qu'en médiation. Oui. Donc on organise tout cela et finalement...
eh ben, on se rend compte que c'est pas forcément le conjoint qui pose problème, que la nouvelle histoire qui devait être géniale, elle n'est pas si géniale que ça. Et le fait d'avoir un petit peu détendu les choses, l'essentiel est apparu. Et en fait, ces gens-là, ils ont tout vendu, ils sont restés ensemble, ils ont liquidé tout leur patrimoine. Ils avaient une belle maison, des métiers, ils étaient directeurs de chantier, donc c'est des travail dans le bâtiment. Ils avaient des belles qualifications, des beaux métiers. Ils ont tout vendu, leur maison. Ils sont partis s'installer dans un petit appart en location et ils ont tout dépensé dans les voyages. Parce qu'en fait, elle se sentait enfermée dans une vie au quotidien et elle avait besoin d'aventure. Elle avait besoin que la vie redevienne une aventure. Et son mari a dit d'accord, je vais te faire cette vie d'aventure et on y va, on vend tout et on va faire des voyages avec les enfants. Donc ça, c'est plutôt une belle histoire. C'est une belle histoire, comme quoi ça marche. Comme quoi ça fonctionne, la médiation. Merci, c'est plutôt positif comme note finale. Est-ce que du coup, sur notre prochaine émission, tu vas nous parler de quoi exactement? Alors, la prochaine émission, ce sera faute avouée, jamais pardonnée. Jamais? Jamais. C'est la moitié, normalement. Tu iras en prison quand même. Oh! Oui. C'est horrible. Ok. Donc finalement, on n'est jamais sûr de gagner, en fait. C'est ça que je veux vous dire. On n'est jamais sûr de gagner, même quand on est convaincu qu'on est fort. Voilà, donc faut pas se tromper de chemin au démarrage. Et c'est pour ça qu'à Hamac, on organise des médiations. Vous pouvez nous contacter au téléphone. C'est 125 € par heure sur un forfait de 5 heures maximum. En général, on arrive à démêler les choses. Et on est joignable sur hamacmédiation@gmail.com ou sur le portable 06 90 98 60 01. Merci beaucoup, Caroline, pour cette émission et on a hâte de savoir la suite. Merci, Iman. Merci. On va revenir sur l'actualité et parler de la mobilisation des pharmaciens à Pointe-à-Pitre. Donc, face aux difficultés d'approvisionnement et de baisse de rentabilité, des tensions émergent dans ce secteur. Ils ont voulu faire entendre leur voix, une mobilisation qui s'illustre par la crise que traverse la profession et les répercussions directes sur les patients. On en parle avec Maxime Morel qui nous a fait un reportage. C'est important qu'on se mobilise. Vous savez, c'est un arrêté qui a été pris le 4 août 2025 et qui a été appliqué à partir du 1er septembre. L'arrêté est déjà appliqué à partir du 1er septembre, il n'y a pas très longtemps. Et donc, les taux des génériques, la remise qu'on nous accorde est passée de 40% à 30% aujourd'hui et en 2027 passe à 20%. Et ça, ce n'est pas possible parce que cette remise avait été mise en place pour soutenir justement l'activité des pharmacies par rapport à l'application des génériques contre Princeps. Et forcément, quand on ne donne plus les Princeps, le chiffre d'affaires diminue. Donc, nous avons pu avoir cette négociation, donc on ne peut pas revenir là-dessus. Et ça, c'est pas conventionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons non à cet arrêté-là. Et toutes les pharmacies, tous les syndicats ont appelé à baisser les rideaux. Les nouvelles lois risquent de faire fermer plusieurs pharmacies. Beaucoup de personnes qui vont être sur le carreau. Le service à la communauté, parce que nous sommes un service de proximité, ne pourra plus être assuré pour nos communautés. On va se retrouver avec une qualité de service moindre, avec des gens moins qualifiés, avec des gens qui ne seront plus là pour servir la communauté. Et tout ça pourquoi? Pour le Big Pharma. Nous avons été trahis par l'État. L'État veut que nous soyons la variable ajustable de leur bévue, de la dette budgétaire, et c'est pas normal. Après la mobilisation d'aujourd'hui, nous continuons la grève des gardes et nous allons aussi, et c'est appelé aussi avec les EHPAD à ne pas faire de piluliers. Parce que c'est les pharmaciens qui font les piluliers dans les EHPAD. Donc, dire la place importante des pharmaciens, on n'est pas que des simples dispensateurs de médicaments. De la mobilisation dans la rue, on va passer maintenant à un moment culturel, la conférence de presse de Caribule, donc le festival BD, manga et ICC, qui redonnait la remise des prix concernant j'oublie le nom, pardon, désolé, petit bug. Le concours, concours de dessin qui a eu lieu en 2025, donc de la dernière édition. On voit un reportage de Maxime Morel. C'est un très beau festival qui méritait encore davantage que ce qui était
apparemment un petit problème technique qui nous empêche de voir le sujet. On reviendra dans un instant sur ce sujet Caribule. On va faire notre deuxième pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Chénil Cobertin, syndicaliste, et Patrick Mangot, président de métiers du bois de Pointe-Noire pour les Journées européennes du patrimoine. À tout à l'heure.